Bienvenue sur le plateau du Grand Débat avec une question. Quel sera le rôle, ou plutôt quels seront les rôles des téléassisteurs dans le maintien à domicile des personnes âgées et des seniors à horizon 2027? Alors, on le sait, le domicile fait face à de nombreux enjeux, hausse du nombre de bénéficiaires dans les prochaines années avec l'arrivée du baby-boom, énorme difficulté dès maintenant à recruter du personnel et même à fidéliser le personnel. Et de son côté, le secteur de la téléassistance est un secteur essentiel pour le maintien ou le soutien à domicile, certains appellent le soutien à domicile. Ainsi, dans cette émission, nous essaierons de répondre ce que sera ce secteur de la téléassistance à horizon 2027 et notamment comment ce secteur va interagir avec les acteurs du domicile, notamment les SIAD, les SAD, etc. Alors, précision, on a mis 2027 dans le titre de ce débat. Il y avait bien sûr une idée marketing, on ne va pas se cacher, mais aussi 2027, c'est l'année du début de l'arrivée des baby-boomers, quelque part dans le grand âge, aux âges actuels d'arrivée dans la téléassistance. Alors, pour débattre avec moi, 5 invités. Alain Monteux, qui est le président de Tunstall Vitaris France Benelux, Hervé Meunier, qui est directeur général de Filien ADMR et président de la Frata, Yvon Lebillon, qui est le directeur général d'Arkea On Life, Laurent Levasseur, président du directoire de Blue Linéa, et Brice Pétot, directeur adjoint développement et innovation chez Alerte, le téléassisteur lyonnais. Alors, pour commencer, tout d'abord, Hervé, je vais te poser la première question. Hervé Meunier, dirigeant de Filien des Mers, est-ce que tu peux nous présenter la téléassistance, nous décrire la téléassistance et peut-être nous donner quelques chiffres? Alors, la téléassistance, c'est un service à la personne. C'est un service à la personne, comme tu le disais, Frédéric, qui permet d'assurer le soutien de la personne à son domicile, c'est-à-dire apporter de l'aide et de la sécurité pour que la personne puisse vivre de la meilleure façon possible à son domicile. Ça s'adresse à des personnes qui peuvent être des seniors, qui peuvent être des personnes en situation de handicap. Et l'important, ce qui caractérise un service de téléassistance, c'est donner la capacité à la personne de pouvoir déclencher une alarme et que cette alarme aboutisse à un centre d'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui caractérise la téléassistance, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une équipe d'opérateurs et d'opératrices qui vont recevoir l'alarme, qui vont analyser, en parlant avec le client, la nature de cette alarme, de façon à être sûr de pouvoir apporter l'assistance, l'aide ou le secours qui est approprié à sa situation. Parce que la téléassistance, c'est l'ensemble des interventions nécessaires correspondant à la situation de la personne. Ça peut être des choses, ça peut être une aide très simple, une conversation de façon à rassurer la personne parce qu'elle va avoir une petite crainte, une petite angoisse sans grandes conséquences, mais ça peut aller jusqu'à des situations où bien, ça s'est mal passé à domicile. La personne a eu un accident, elle a pu tomber, elle a pu se brûler en faisant la cuisine, elle déclenche sa téléassistance et à ce moment-là, en qualifiant de façon appropriée la nature de la situation rencontrée par la personne, le téléassisteur va pouvoir y apporter la réponse adéquate, soit en faisant intervenir des aidants à proximité, soit, et en particulier après avoir fait une levée de doute très précise, identifier que la bonne réponse à apporter est l'intervention des secours d'urgence. D'accord. Combien de personnes sont équipées à l'heure actuelle en France? Alors, à la Frata, l'Association française de téléassistance, nous estimons que le nombre de personnes utilisant la téléassistance est entre 600 et 640 000 en France. D'accord. Il y a... Oui, vas-y, oui. C'est un chiffre qui souvent nous paraît un petit peu faible par rapport à d'autres pays, mais qui est en progression régulière et notamment avec l'évolution démographique. D'accord. Il y a plusieurs types de téléassisteurs. Donc, il y avait une étude qui a été faite il y a plusieurs années pour la DGE, en fait, des téléassisteurs associatifs, des téléassisteurs qui appartiennent à des mutuelles ou à des banques, des pure players. Yvon Lebillon, Yvon, en quoi est-ce spécifique d'avoir un téléassisteur, de diriger un téléassisteur qui appartient à un groupe bancaire Arkea? La particularité, en effet, donc, en ce qui nous concerne, parmi tous ces acteurs de la téléassistance, ces acteurs importants,
c'est que nous appartenons à un groupe bancaire. Donc, ceci, c'est particulièrement intéressant parce que d'une part, ça nous permet aussi d'y associer aux services qui viennent d'être décrits par mon prédécesseur, donc l'assistance, un certain nombre de services complémentaires dans le domaine de l'assurance ou dans le domaine bancaire. Et c'est vrai que on va se projeter tout à l'heure à l'horizon 2027. C'est vrai qu'aussi, nous imaginons, nous, des services complémentaires à la téléassistance qui vont être ajoutés en fonction des parcours de vie, donc à partir de 62 ans jusqu'à l'entrée potentielle en résidence spécialisée. Et c'est un apport important parce que ça nous donne une possibilité aussi pour protéger les personnes, pour les sécuriser. C'est tout l'apport de l'activité bancaire et assurance qui nous permettra demain donc de gérer ce parcours de vie depuis 62 ans jusqu'à l'âge le plus avancé possible. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. En fait, tu as une vision de la téléassistance 2027 qui est un petit peu différente, en fait, des autres sur la table. Brice Péto, en quoi est-ce un téléassisteur localisé associatif, en quoi est-ce que c'est une spécificité? C'est une première spécificité sur la proximité. Aujourd'hui, on a notre antenne qui est basée à Lyon et 95% de nos abonnés qui sont sur la région lyonnaise. Donc la proximité, le fait d'avoir une antenne est un point important. Le mot association aussi fait beaucoup parler, hein, parce que c'est vrai que ça apporte tout le côté social qu'on a derrière et qu'on apporte à nos abonnés qui aujourd'hui est recherché par les gens qui veulent venir dans la téléassistance et d'avoir justement cet accompagnement social qu'on peut proposer à ce niveau-là. D'accord. Alain Monteux, la spécificité d'appartenir à un groupe comme Tunstall, fabricant, en quoi est spécifique? Notre spécificité, effectivement, c'est que nous sommes fabricants de matériel et nous sommes opérateurs de services et aussi éditeurs de logiciels. Donc, l'intérêt d'appartenir à un groupe, c'est que qui fabrique son matériel, c'est d'abord, on a un laboratoire de recherche et développement qui va permettre de continuellement adapter nos systèmes, que ce soit logiciel ou matériel, ou à l'évolution des besoins des abonnés et des bénéficiaires. Ça va nous permettre aussi de bénéficier de modalités pratiques, de mise en œuvre, de savoir-faire dans les autres pays et d'échanger des bonnes pratiques. Et le fait d'être à la fois fabricant et prestataire de services nous permet de mettre en place des solutions sur mesure plus facilement. D'accord. Laurent Levasseur, être un pure player, en quoi est spécifique? Enfin, tu te définis comment déjà peut-être? Comment tu te définis et qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Blue Linea? Chez Blue Linea, forcément, nous sommes uniques. Et ça, mes partenaires de jeu le savent. Non, concrètement, nous, on est avant tout au service de famille. Et c'est la valeur qu'on pousse le plus. On parle de téléassistance pour personnes âgées. Nous, on parle de réussir à être un partenaire pour la famille, globalement. Quand on équipe ses parents ou ses grands-parents d'un bouton d'appel, d'un détecteur de chute, de différents dispositifs, on essaye de mettre en place une certaine sérénité, à la fois chez nos parents et à la fois au sein de nos familles. Donc, c'est la dimension que nous avons. C'est pour ça qu'avec la plupart de mes camarades de jeu ici présents, on se croise rarement en concurrence en fin de compte, parce que je pense que nous avons tous des stratégies commerciales qui ne s'affrontent pas, mais qui passent par des canaux différents. Donc, je pense qu'on a plus d'un sujet en commun. Et concrètement, chez Blue Linea, comme chez vous tous, on tient au moment en famille, on y tient vraiment et on essaye d'être au service de famille avant tout. Voilà. Donc, pour nous, on n'appartient pas à un grand groupe. Nous sommes pourtant cotés en bourse, ce qui veut dire que les entreprises, ça appartient à ses actionnaires. Et parmi ces actionnaires, on a près de 3000 particuliers. Donc, on va dire qu'on appartient à ces 3000 particuliers qui représentent autant de familles. Bien évidemment, quelques fondateurs, managers, bien évidemment, quelques fonds, mais des fonds qui sont à but, pour la plupart, ESR, vous savez, avec une raison d'être qui est celle de prendre soin de ses proches. Voilà. Donc, concrètement,
le plus important, c'est surtout et avant tout de prendre soin des personnes dont on a la responsabilité. Et je pense qu'on a tous cette valeur en commun. Avec une spécificité, c'est que pendant quelques années, ou même encore maintenant, vous évitez le mot téléassistance chez Blue Linear. Ah, alors ça, c'est une problématique de marketing, une problématique de compréhension, une problématique de lisibilité. Les termes que je ne supporte pas sur ce sujet, et qui pourtant ont été à un moment les premiers éléments, la téléalarme, le dispositif qui ferait qu'à tout moment, une personne âgée pourrait se retrouver transportée par les pompiers à l'hôpital et ne plus jamais rentrer chez elle. Je pense que c'est la première peur d'une personne qui s'équipe, et c'est pourtant pas du tout comme ça que ça se passe. Et je pense que malheureusement, c'est aussi un des sujets qui fait que beaucoup ont hésité, trop tard d'ailleurs, ont hésité trop longtemps à s'équiper. D'accord. Hervé, il est là. Ah, on a changé, on a bougé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons bougé. Hervé, toi, tu appartiens à l'ADMR. En quoi est spécifique? La spécificité, c'est la construction du réseau ADMR. Nous sommes un réseau associatif, 2700 associations qui existent depuis 1945, et avec une très forte implantation locale dans toute la France, avec les 2700 associations, et des valeurs sociales extrêmement marquées. Ce qui importe dans notre façon de fournir des services aux personnes, et d'ailleurs la palette est large à la DMR puisque nous proposons des services de la naissance jusqu'à la fin de vie, ce sont ces valeurs de respect et de solidarité qui guident en fait tout le service, et y compris d'ailleurs dans le service de téléassistance. Les services de l'ADMR s'adressent à tous, ça c'est notre valeur d'universalité, et la solidarité, c'est une réponse spécifique que Filien apporte à ses clients, parce que tout à l'heure, et je disais, le service est destiné à apporter de la sécurité aux personnes, et d'ailleurs, comme le dit très bien Laurent, au début, quand le service de téléassistance a été créé, c'était la sécurité, s'il se passe quelque chose de mal, on est là. Mais le service a largement évolué. Et en particulier chez Filien, cette valeur de solidarité fait qu'on apporte une réponse spécifique aux personnes en situation d'isolement. Et nos clients utilisent aussi leur téléassistance dans ces situations d'isolement que nous sommes capables de détecter, et avec le réseau associatif ADMR, y apporter une réponse particulière. D'accord. Pour ceux qui nous suivent, nous allons avoir 4 parties. Une première partie du débat qui sera sur les challenges actuels de la téléassistance. Deuxième partie, on va se projeter en 2027 pour savoir ce que nous serons, ou ce que les téléassisteurs seront en 2027, notamment par rapport au domicile. Troisième partie, on se retournera dans le passé pour savoir quelles étapes on aura dû franchir pour y arriver en 2027. Et quatrième partie, on aura des questions-réponses, des questions qui nous auront été posées, enfin qui ont été posées par des dirigeants de services à domicile. Première partie, les challenges actuels à téléassistance. La première question, c'est quels sont les challenges actuels de la téléassistance? Qui veut parler en premier? Alain Monteux? Alain? Je pense qu'on l'a dit aujourd'hui, un des challenges, c'est quand on compare avec les pays européens, on a un taux de pénétration de la téléassistance en France qui est beaucoup plus faible, jusqu'à 2 à 3 fois plus faible, si tu compares notamment à l'Angleterre, où c'est 3 fois plus faible. Donc il y a un vrai besoin de communication et de discours sur la téléassistance pour qu'il y ait un plus fort taux de pénétration. Parce que la téléassistance, c'est une téléassistance qui fonctionne, qui va être proactive, qui va être dans des logiques de prévention, on en a parlé, va permettre de rallonger le maintien à domicile de façon très nette. On peut avoir avec une téléassistance efficace jusqu'à 2 ans de plus de maintien à domicile. Donc ça, c'est vraiment un impact fort. Le deuxième, c'est on a aujourd'hui tout un environnement qui bouge, des personnes de plus en plus isolées. Comment aujourd'hui on va être capable d'accompagner ces personnes
comment on va être capable d'absorber les nouvelles technologies et fait vivre cet écosystème autour de la téléassistance pour faire passer de la téléassistance à un système réactif qui est le bouton d'appel, à un bouquet de services qui va pouvoir accompagner les personnes le long de leur parcours d'autonomie. D'accord. Vas-y, Hervé. Un challenge propre à la France, c'est de faire changer la perception de la téléassistance, non plus comme un outil, un service que l'on prend quand on s'est déjà fait du mal, mais aussi à titre préventif. Le corps médical nous témoigne que dès la première chute, le risque de dépendance est multiplié. Il y a plus de 12 000 chutes de seniors en France tous les ans qui conduisent à des décès. Et la téléassistance, c'est une façon de prévenir ces décès. Et la rapidité d'intervention que permet la téléassistance, c'est-à-dire la rapidité de prise en charge, est cruciale, puisque là encore, le corps médical nous apprend qu'une personne qui reste 1 heure au sol suite à une chute a 50% de chances de décéder dans l'année. Donc la téléassistance, c'est éviter ces situations, c'est éviter donc que les seniors se mettent en difficulté. Mais puisque l'on parle de chute, on parle aussi de soins, on parle de prise en charge, ça coûte cher à la communauté et à la solidarité nationale. La téléassistance, c'est aussi une façon, à travers une protection en amont des seniors, de diminuer le coût des soins. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez enthousiasmant de se dire qu'avec la téléassistance, non seulement on peut assurer la santé des seniors, mais en plus, on peut agir bénéfiquement sur le budget de la solidarité nationale et notamment sur les soins, la santé. Là-dessus, on a pu constater, moi ça fait quelques années, en 2013, on avait 2/3 des personnes qui s'abonnaient à la téléassistance justement après une chute, comme tu le mentionnes. Aujourd'hui, la proportion s'est totalement inversée. On a quand même 2/3 des personnes qui s'abonnent dans des logiques de prévention et non pas dans des logiques de prévention, Donc, de réaction. Pardon. Donc on a quand même fait un grand chemin par rapport à ça. Il y a un aspect qui me semble qu'on oublie, c'est que la téléassistance, il ne faut pas que ce soit un outil à part. Il faut absolument, et ça c'est un des enjeux, je pense, qu'on soit aussi utile pour les acteurs du service à la personne, pour les acteurs du sanitaire et médico-social qui se présentent à domicile. Chez Blue Linea, nous, on essaie de contribuer à rendre le quotidien plus facile pour aussi tous ces acteurs du sanitaire et du social. Tout à l'heure, vous nous demandiez, Frédéric, tu nous demandais qui était notre particularité. Aujourd'hui, sur les quasiment 40 000 abonnés que nous avons aujourd'hui, on en déploie encore 5 000 en ce moment. Concrètement, la moitié, on les a en relation commerciale directe. Ce sont des familles qui se sont abonnées. Et l'autre moitié, il y a ce qu'on appelle la marque blanche, c'est-à-dire tout simplement des associations, des structures de service à la personne, qu'elles soient privées, publiques ou associatives, qui ont choisi d'utiliser cet outil comme étant aussi un des éléments qui étaient à disposition de leurs équipes, du personnel, du maintien à domicile. Et je pense qu'il faut absolument que cette fonctionnalité ne soit pas simplement posée à part, ne soit pas simplement clivante, et qu'elle soit insérée dans le quotidien du parcours d'une personne âgée. Et ça, c'est ce qui nous permettra aussi de nous décloisonner et ce qui nous permet concrètement de pouvoir imaginer combien de personnes aujourd'hui sont accompagnées dans le service à la personne, par les acteurs du service à la personne, par les acteurs du sanitaire, du social. Hervé, t'en es la preuve. La DMR, c'est un de ces acteurs principaux. Moi, je ne sais pas quelle est la proportion de tes abonnés issus de la DMR et issus du monde extérieur. Est-ce que c'est communicable? Est-ce que tu sais communiquer sur ce chiffre, ce pourcentage? Oui, bien sûr, j'ai les chiffres, mais on va pas rentrer. Ouais, c'est 50%. On va pas rentrer dans les détails, parce que à la DMR, la téléassistance est complètement intégrée à l'offre de service. C'est-à-dire qu'un client s'adresse à la DMR et, en fonction de ses besoins, peut aussi
facilement considérer prendre d'abord un service d'aide à domicile ou prendre d'abord le service de téléassistance de l'ADMR. Et puis, si j'ose dire, une fois que la personne a essayé un service de l'ADMR, eh bien, il a envie d'en consommer d'autres. Mais ce que tu dis, Laurent, sur l'intégration des services de téléassistance avec les autres services au domicile, c'est effectivement quelque chose de capital. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire dans un groupe intégré comme l'ADMR, parce que l'ensemble de nos services ont vocation à communiquer, à partager de l'information en vue d'affiner, de personnaliser la prise en charge des personnes. On donne la parole au breton de l'étape. Oui, merci. Bon. Je vais rejoindre les commentaires précédents, à savoir que c'est vrai qu'on a donné quelques chiffres, 650 000 clients qui vivent de téléassistance aujourd'hui, c'est comme très peu par rapport aux personnes concernées en Angleterre, par exemple. Une moyenne de 85 ans, c'est très élevé aussi pour ce type de service, alors que les populations peuvent également bénéficier de ce type de service, voire des services élargis. Et c'est vrai que je pense que ce que nous devons apporter à ce marché, c'est aussi un peu d'innovation technologique, permettre de proposer des services qui vont tout simplement servir aussi des personnes qui ont peut-être non pas 85 ans, qui ont été en effet, comme on vient d'entendre, victimes d'une chute, qui vont s'équiper en mode actif, mais aussi pour des personnes beaucoup plus jeunes, de 15 ans, proposer de nouveaux services que nous faisons et qui vont aller de la téléconsultation, qui vont permettre de faire du lien social, qui vont permettre aussi de bénéficier de services complémentaires liés à de la conciergerie, par exemple, et qui vont naturellement, à un moment donné, basculer en mode préventif dans des fonctions de soutien de type protection des personnes, téléassistance. C'est vrai que le terme téléassistance, moi, je ne l'aime pas beaucoup non plus, parce qu'aujourd'hui, ça fait référence à une offre qui date des années 80, qui n'a pas toujours beaucoup évolué. Et c'est à notre rôle, notre responsabilité aussi de faire bouger ce marché, de faire évoluer ce marché pour que les populations plus jeunes puissent bénéficier de services beaucoup plus évolués, en lien en effet avec les aidants. Je crois que ça fait partie de l'évolution et que c'est tout un environnement, qui soit l'environnement familial, l'environnement des aidants, qui doit être, et les aider bien sûr, qui doit être un ensemble dans lequel il y a beaucoup d'échanges d'informations, beaucoup d'échanges de flux. De ce fait, donc, on génère progressivement de nouveaux services qui vont aussi nous permettre d'avoir peut-être aussi, c'est un point important pour nous, qui sommes aussi, qui recherchons toujours un peu à augmenter le nombre de contrats, aussi des contrats de plus longue durée qui vont pas être simplement d'une moyenne de 4 ans, de 4 années comme c'est le cas aujourd'hui, mais de 5 à 10 ans comme nous voyons aujourd'hui dans notre activité. D'accord, donc en fait, arriver à cibler, enfin, à acquérir des clients plus jeunes avec l'innovation. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, la téléassistance, on a la chance, c'est un tiers de confiance, on a des abonnés, on a des proches, on a des aidants qui nous font confiance, on a un terminal connecté qui est déjà à l'intérieur du domicile, on a des personnes qui se rendent au domicile, donc cette confiance, on peut la mettre au service de nos abonnés et des familles pour leur apporter les services complémentaires dont ils ont besoin. Tu as parlé de conciergerie, on peut parler de lien social, on peut parler de domotique, on peut parler de plein de choses qui vont être facilitées par la technologie et les moyens humains qui sont déjà mis en œuvre. On a par exemple une centrale d'écoute 24 heures sur 24 qui peut servir à faire le lien avec des services de proximité, avec des services de conciergerie, avec de la lutte contre l'isolement, avec simplement de la convivialité. Et cette confiance qui est instaurée avec les proches, avec le bénéficiaire, permet de facilement mettre en place tout ça en coordination, notamment avec des services à la personne qui aujourd'hui se rendent au domicile et qui vont permettre aussi de voir et d'évaluer dans le temps l'état d'une personne et d'adapter le service qu'on met en œuvre par rapport à son parcours de bien-être ou d'autonomie. Tu l'appelles comme tu veux. D'accord. Juste un point. Oui, vas-y. Après, on passera la parole à Lyon, d'accord? Juste un point pour compléter. Pardon, excusez-moi. Non, vas-y. Bon, vas-y. Pardon. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, je trouve que ce qui est intéressant, et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que une personne qui a
entre 65, 60, 70 ans, et souvent aussi un aidant pour ses propres parents ou pour sa famille, son environnement familial. Donc, il traverse une période où il est confronté à ces problématiques. Et là aussi, c'est le moment peut-être aussi, je vous parle de parcours de vie, c'est aussi le moment pour nous, de ce domaine d'activité, de lui apporter aussi un certain nombre de services et ainsi de lui faire découvrir quelque chose qu'il va exploiter lui-même, peut-être à un âge un peu plus jeune que celui que nous voit aujourd'hui, 80-85 ans. Donc, c'est aussi une opportunité en apportant des services à un aidant, en l'aidant dans son quotidien, parce que c'est vraiment une période difficile d'être aidant et là où tous, il faut aussi les aider, leur apporter des services et les sensibiliser sur l'importance également de ce type d'activité en lui proposant également de bénéficier de services d'assistance dès qu'il en aura besoin, et ceci avant ses 80-85 ans. D'accord, on va passer la parole à Lyon. Brice, même question, les challenges actuels à téléassistance, pour toi, c'est quoi? Challenge actuel de la testance, ça rejoint un petit peu tout ce que mes confrères ont pu exprimer. Il y a aussi les aidants familiaux dont on vient de souligner M. Le Bihan, mais il y a un réel épuisement en fait, des aidants autour du maintien à domicile et de tout ce qui peut être mis en place pour que la personne vive dans son domicile le mieux possible et le plus longtemps possible. Et c'est vrai que ces aidants sont parfois une vie professionnelle qui est bien remplie et d'être projeté d'un jour à l'autre dans le maintien à domicile sans avoir réellement les tenants, les aboutissants et de ce qui se fait. Je pense que le rôle d'un téléassisteur sera aussi justement là pour accompagner ces gens et les décharger d'une certaine façon de tout cet accompagnement et de tout ce qui va être mis en exergue à côté de la téléassistance pour le bien-être de la personne. Et notamment des nouvelles technologies où on va tenter, je pense, de faire un peu plus de prévention et de rajeunir la population. D'accord, donc là, on empiète sur la partie numéro 2. Avant d'aller sur la partie numéro 2, j'aurais voulu vous poser une question, parce que là, on parle de prévention, d'équiper les gens plus jeunes, d'équiper les aidants, etc. Véronique Chérier, qui dirige le TASDA. Le TASDA, c'est un centre de tests, de solutions, enfin plutôt technologiques qui appartient au département de l'Isère. Elle dit comment toucher en prévention les usagers. Parce qu'en fait, moi, j'ai 60 ans. Moi, je n'ai pas 60 ans, mais on va dire que j'ai 60 ans. Je n'ai pas envie pour qu'on me parle de téléassistance. Je connais même des gens qui ont 82 ans, et Brice en connaît un. Quelqu'un qui a 82 ans qui connaît bien téléassistance et qui ne veut pas s'équiper. Comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre des gens de s'équiper plus jeunes alors qu'on ne veut pas? On ne veut pas, quoi. Qui répond à ça? La technologie peut aider, même si la technologie ne fait pas tout. Mais je vais juste citer un chiffre. On a mis en place chez Tunstall Vitaris des montres connectées. Et la population classique de la téléassistance, comme ça a été dit, elle est plutôt 85 ans de moyenne d'âge et plutôt à 80% féminine, voire plus. Avec des montres connectées aujourd'hui, on a pu toucher plutôt des hommes, parce qu'aujourd'hui, on a une population sur ce produit-là à 80% qui sont des hommes, et on a rajeuni la moyenne d'âge de 10 ans à peu près. On est à 75 ans de moyenne d'âge. Donc, on voit bien que quand on a un produit ou un service qui répond à un besoin, qui ne va pas être stigmatisant ou qui ne va pas être étiqueté téléassistance, pour reprendre ce qu'un de nous a dit, on peut arriver à accompagner des personnes parce qu'on répond à un besoin et à un usage. Laurent, comment est-ce qu'on fait pour équiper des gens plus jeunes? Alors, Frédéric, tu peux avoir 60, 70, 80, 90, 100 ans. Tu ne vas jamais te sentir âgé. Et ça, c'est le propre de nous tous. Ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Hein. Exactement. Les vieux, c'est les autres. Non, et concrètement, pourquoi? Parce que tout simplement, la méthode est la même. Chez nous, souvent, on nous demande, voilà, ma mère, mon père, ils n'acceptent pas, ils n'ont pas envie, comment vous pouvez m'aider à les accompagner? Et on donne des conseils comme ça aux enfants, où on vient au contact des parents, et on leur explique deux choses. Un, il faut réussir à prendre conscience de ses fragilités. Et plus on prend conscience de ses fragilités, plus fort on devient.
plus on prend conscience de ses défauts, meilleur on devient. Et c'est la même chose pour l'entrée dans l'âge. Et concrètement, on explique d'un côté que, eh bien, il faut arrêter d'être dans le déni. Et oui, il y a des moments dans la journée, dans la semaine, dans la vie, où tout d'un coup, on peut avoir besoin d'un peu d'assistance. Et en parallèle, on leur explique, écoutez, si vous acceptez de prendre soin de vous, d'accepter ce type de support, d'accompagnement, vous allez être tranquille et vous allez tranquilliser vos enfants. Et de ce fait, vous allez pouvoir être plus libre qu'auparavant. Un petit exemple, un de mes amis, ça arrive aussi, qui me demande un conseil pour équiper sa maman. Il est fils unique, sa maman vit toute seule et elle est jeune. Elle se déplace encore, elle bouge, elle a 90 ans, elle est très jeune. Et il me dit, une grande partie de la journée, elle a quelqu'un chez elle, et puis le soir et la nuit, personne, et je m'inquiète. Très bien. On équipe sa maman d'un bracelet anti-chute et d'un dispositif de cet ordre-là à domicile. Et on lui explique, à son fils, je lui explique qu'elle pourrait peut-être prendre une montre si elle se déplace. Yvon et bien évidemment, Alain connaissent bien ce type de dispositif. On peut l'équiper d'une montre, à tout moment, elle appuie sur un petit bouton, on la localise, on pourra l'aider. Et il me dit, non, dehors, dans la rue, tout va bien. Et comme il est fils unique, je lui dis, et tu sais quoi, on va faire appeler un psychologue pendant les premiers jours pour voir comment ça se passe. Et bien, ça n'a pas loupé. Une semaine plus tard, elle revient vers son fils en lui disant que c'est génial, ce service. En fin de compte, c'est pas le bouton qu'elle a trouvé génial, c'est le fait que quelqu'un l'appelle et qu'elle discute avec elle de sujets qu'elle n'aurait jamais osé avoir avec son fils. Donc, c'est la convivialité dont on parle tous, mais voilà comment ça se traduit dans un mode proactif. Et puis, à partir de là, elle prend conscience que, bah oui, quand elle sort, elle ne sait pas ce qui peut se passer et elle nous demande de l'équiper en plus d'une montre Help Mobile, pour ne pas la citer, pour qu'elle puisse avoir une sérénité quand elle se déplace dans son quartier, quand elle va au marché, quand elle essaye d'avoir une vie sociale un peu plus large que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ben ça, c'est un élément très probant. À aucun moment, on a prononcé le mot de téléassistance. Elle a juste, quelque part, pris conscience qu'elle pourrait avoir besoin qu'on l'aide, qu'on l'accompagne, et puis surtout qu'elle est comme un petit ange gardien. Voilà. Et quand on est dans ce statut-là, nous tous, nous en profitons. Nous tous, nous profitons de ce type de démarche. Et moi, j'attends que la Frata puisse demain avoir un plan de communication plus proche de l'ange gardien que de la téléalarme. C'est important. Et je serais heureux de même venir adhérer et cotiser à la Frata pour accompagner cette impulsion médiatique, parce que ça, c'est une des clés. Passer pour des anges gardiens plutôt qu'un système plus stigmatisant. Hervé, alors peut-être la réponse c'était le président de la Frata, donc voilà, il faut répondre à la question. C'est la réponse du président de la Frata, mais moi je constate que parmi les 5 téléassisteurs qui sont présents dans cette conférence, eh bien, nous sommes 3 membres de la Frata. La Frata représente, on a fait l'évaluation, hein, la Frata représente à peu près 85% du marché, et c'est vrai qu'on a dans notre association, qui est une association d'experts de la téléassistance, on a cette diversité des structures, puisqu'il y a des sociétés, il y a des associations, on a cette diversité de taille, cette diversité aussi de positionnement géographique qui fait qu'il y a énormément d'idées qui sont échangées. Et je prends le pari que dans le courant de l'année 2021, et probablement beaucoup plus rapidement que ce que Laurent pouvait imaginer, il aura une manifestation de la Frata qui apportera cette réponse. Parce que c'est vrai que le mot téléassistance, à lui tout seul, porte un stress qui se manifeste chez beaucoup de gens. Et comme l'ont dit plusieurs intervenants, plusieurs confrères à l'instant, ce qui est important, ce n'est pas le mot téléassistance, c'est le service qui est fourni. Et derrière le service qui est fourni, eh bien, il y a des technologies, il y a des processus, il y a des moyens de communication qui sont ceux de la téléassistance, mais si j'ose dire, la téléassistance, c'est presque la tuyauterie qu'il y a derrière. De la même façon qu'on s'adresse à des seniors qui, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas forcément très familiers
avec la technologie. Et aujourd'hui, il existe des technologies qui sont efficaces pour rendre le service de téléassistance. Et le savoir-faire des téléassisteurs, c'est de pouvoir intégrer les technologies appropriées pour pouvoir rendre le service. Donc, c'est une conversion qui doit se faire en matière de communication, en particulier en France. La priorité, ce n'est pas la téléassistance. La priorité, c'est bien vivre en sécurité dans sa vie quotidienne. Et je dis bien dans sa vie quotidienne parce que souvent, on parle de téléassistance et on pense domicile. Ça peut quand même paraître un petit peu paradoxal de se dire qu'on a un service qui permet d'être sécurisé au domicile et que pour rester en bonne santé, il faut bouger, il faut faire de l'exercice et dès qu'on sort, on n'est plus protégé. Alors, le paradoxe, c'est se dire, tiens, c'est à l'endroit où on doit le plus s'épanouir pour pouvoir garder une bonne santé de la femme, garder son autonomie, qu'on va être le moins protégé. Aujourd'hui, les téléassisteurs ont des réponses. On en a cité quelques-unes, il en existe d'autres, mais qui permettent d'avoir ce service global sur l'ensemble des situations de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer et qui fait la base de la téléassistance telle qu'elle est en train d'évoluer et telle que, là, tous les 5, nous sommes en train de la construire. Donc, si je retiens ce que vous avez dit, pour aller dans la prévention ou équiper des gens plus jeunes, il y a l'innovation. Il y a les services de convivialité, ce que disait Laurent, et ensuite après, il y a la dénomination du mot téléassistance. Yvon, est-ce qu'il y a d'autres idées pour équiper des personnes plus jeunes, en fait? En fait, surtout que toi, tu as un axe, dans cette direction-là pour l'avenir. Oui, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, la logique de service. Donc, comment dire, quand vous êtes âgé, quand vous avez votre bien immobilier, que vous voulez le protéger souvent, la plupart d'entre nous, on s'équipe de la protection de biens, de télésurveillance de biens. Notre idée, nous, c'est clairement que, et dès aujourd'hui d'ailleurs, c'est que le même équipement peut servir la protection des biens et la protection des personnes. Et le même équipement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, Frédéric, vous avez un bien immobilier, vous allez l'équiper en protection des biens, et demain, lorsque vous allez basculer un peu dans la dépendance, vous allez vous dire, OK, on va vous dire, votre entourage va vous expliquer que c'est bien aussi peut-être de protéger votre personne. Et l'idée, c'est que tout simplement, ce soit une extension de ce qui existe aujourd'hui. Ce ne soit pas à nouveau une acquisition, une prestation, ce qu'on appelle l'assistance avec un transmetteur qui est installé. Non, naturellement, le logement est équipé préalablement et nous rappelons un service qui va être un service de protection de la personne en complément de la protection des biens. Et c'est ça la tendance. On parle de services. Oui, les services, ils démarrent très tôt. Ils sont là pour faciliter le quotidien, pour protéger les biens, pour protéger les personnes. Ça se met en place assez facilement puisque c'est globalement la même cellule, le même plateau qui va gérer toutes ces interactions avec les mêmes opérateurs qui vont à la fois interagir avec les personnes aidées dans la logique de protection des biens et de protection des personnes. D'accord. Je propose qu'on passe à la partie numéro 2. Je donnerai la parole en premier à Brice qui a moins parlé que les autres. On va rééquilibrer le temps de parole, un petit peu comme dans les élections. Partie numéro 2, on se projette en 2027. Vous êtes toujours à la manœuvre de chacun à votre poste. Quel rôle la téléassistance joue-t-elle en 2027? Brice, ton avis, enfin, toi, ta vision pour 2027, ce sera quoi quand tu dirigeras Alert en 2027? Enfin, avant 2027. Ma vision et la vision de l'association Alert aujourd'hui, elle est axée essentiellement sur ce qu'on appelle aujourd'hui et qui est en l'air du temps, le care management. C'est-à-dire que tous les services qui vont être associés justement au maintien à domicile. Et en plus de ça, en étant de proximité et basé localement, on a justement cette force d'avoir pas mal d'acteurs avec qui on échange beaucoup, avec qui on travaille beaucoup et qui vont nous permettre justement de travailler sur toute cette coordination qui peut y avoir autour du maintien à domicile pour une personne âgée ou moins âgée. Et, donc,
Ça veut dire qu'Alerte, bon, là on parle d'un téléassisteur local en fait et très implanté, qui a pratiquement 40% de part de marché sur Lyon en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? Ça veut dire des rapprochements avec la mairie, des rapprochements avec des autres organisations, le maillon central sur Lyon? Des rapprochements avec la mairie, des rapprochements comme on a aujourd'hui avec des services d'hospitalisation à domicile, justement, où il faut gérer des personnes qui sortent rapidement de l'hôpital et où il faut mettre en place une téléassistance rapidement, efficacement. Et c'est surtout d'être aussi un point d'entrée, justement, dans tout ce qui peut être derrière sur des services d'aide à domicile, des services de portage de repas, des services de conciergerie dans sa globalité. Je pense qu'on se dirige, et c'est la direction que prend aujourd'hui, c'est la stratégie que prend aujourd'hui l'association, justement, à long terme, moyen ou long terme. Donc, si je comprends bien, c'est pour arriver à être le maillon central on va dire, du domicile, enfin, des seniors sur Lyon. Le rôle de l'axe Care Manager est un axe que tu penses intéressant. Oui, surtout étant implanté localement. Justement, d'être le pivot et d'être le maillon, le maillon essentiel, justement, pour axer tous les services et coordonner et justement ajuster tous les services qu'on va mettre en place, justement, chez l'abonné pour assurer son maintien au domicile et avec ce qu'il lui faut. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est que le Care Manager, peut-être Laurent, en fait, toi qui es assez proche, en fait, des autonomy planners, est-ce que tu peux nous expliquer le métier de Care Manager tel que tu le vois, en fait? Une phrase, hein. Il y a des wedding planners et des autonomy planners. Voilà. Des weddings? Je ne connaissais pas wedding, j'en ai parlé. Pour le mariage. Pour des le mariage. wedding planners, d'accord, ok, ça marche. Je ne suis pas marié, vous avez deviné, voilà. Oui, c'est ça. Non, alors, pour répondre à ta question, moi j'ai 3 mots-clés, parce que tu m'as invité à essayer d'être synthétique. Prédictive, l'accompagnement qu'on pourra faire en 2027, il faut qu'on soit prédictif. Aujourd'hui, par exemple, nous, on investit de plus en plus sur arriver à détecter et à avoir des faisceaux d'indices pour pouvoir dire il va se passer quelque chose de plus ou moins grave, et plutôt grave, dans les 3 prochains mois, dans tel ou tel foyer. Et ça, c'est important. Et donc là, on a osé recruter des data scientifics, c'est-à-dire on ose mouliner les data et regarder quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs clés à bien identifier. Intégrer. En 2027, je suis convaincu que nous ne fournirons plus de matériel associé à notre service. Ça sera notre service ou notre service. Pourquoi? Parce qu'il sera tout simplement remplacé et intégré aux assistants numériques de type Google Home, de type HomePod, de type Alexa. Tout simplement parce que dès lors que ça sera la 5G ou la 6G qui couvrira le territoire, dès lors que ces dispositifs auront une autonomie de 72 heures, eh bien, il y aura malheureusement ils auront des capacités techniques d'écoute, de connexion avec le reste de la domotique de la maison, d'interaction avec l'habitat, qui feront que ça sera le formidable outil qu'on adorera tous exploiter. Alors nous, on a déjà commencé à intégrer Siri avec Apple Europe, avec la R&D qui est en Irlande, et on est convaincu que d'ici 2 à 3 ans, nous déploierons les premiers services dès lors que nous aurons bien évidemment du matériel qui répond aux standards attendus de la téléassistance, bien évidemment. Et puis coordinateur, c'est pour revenir, coordonner, c'est pour revenir à ce que vient d'exprimer Brice. Oui, la raison pour laquelle Bluelinea a choisi d'accompagner et d'investir sur cette start-up prometteuse qui s'appelle les Autonomy Planners, qui est dirigée par Victor Perazzi, c'est tout simplement parce qu'on aura besoin de relais qui sont plus au service de la famille que simplement tel ou tel type d'action sanitaire ou sociale. Et donc, cet Autonomy Planner, c'est un peu le neveu parfait qui est présent à côté de ses parents et qui va pouvoir prendre le relais, savoir ce qui se passe une fois par semaine, 2 fois par mois, 3 fois par mois, 1 fois par mois, suivant les stratégies, et qui va pouvoir être un formidable relais d'information et de traitement. Vous savez, il n'y a pas pire. On habite tous à 297 km de nos parents en moyenne en France. C'est l'INSEE qui le dit. Il n'y a pas pire qu'une ampoule de toilette
pour noircir le quotidien de toute une famille. Imaginez que vous appelez votre père qui est à 300 km et il vous dit « moi, tout va bien, sauf que je vais aux toilettes depuis 15 jours dans le noir ». Quel est l'acteur aujourd'hui habilité pour pouvoir aller remplacer cette ampoule? C'est pas une infirmière, c'est pas une auxiliaire de vie, c'est pas un médecin. Ça va être du bon sens et ça va être parfois ce genre de partenaire qui va pouvoir réussir à mettre ça en place. C'est basique, mais imaginez le nombre de TGV que des gens font pour des sujets aussi basiques et qui malheureusement prouvent à quel point les personnes peuvent être isolées. Et là, je vous ai sorti un exemple de quelqu'un qui a la chance d'avoir des enfants ou des petits-enfants, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, on va revenir à l'ampoule. J'ai une question sur l'ampoule, mais j'ai plusieurs questions. Ça rejoint la question de Nicolas Hurtiger, qui dirige Senior et compagnie, qui dit « Le marché de la téléassistance ne risque-t-il pas de se faire disrupter par un GAFAM ou un nouvel entrant de la tech ?» Alors, je rebondis. Alain, toi qui es constructeur également chez Tunstall, comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ça? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Laurent, parce que pour le coup, je vais être en phase avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si on me demande quel est le matériel que je vais utiliser en 2027, j'en ai strictement aucune idée. Quelle sera la technologie de demain, la 5G, la 6G, ça sera un terminal de Pierre-Paul ou Jacques, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est le service qui fera la différence et c'est la réponse à un besoin qui fera la différence, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, les GAFAM, peut-être qu'ils vont arriver avec des technologies. De toute façon, il y aura besoin d'un centre d'appel 24/24 derrière. Il y aura besoin de conseillers. Il y aura besoin de quelqu'un qui dédramatise des situations, comme on l'a dit aussi. Donc, notre métier, c'est un métier de service, c'est pas un métier de technologie. La technologie, c'est juste un support. Et de la même façon, moi, je crois à ce qu'on appelle chez nous, chez Tunstall, le cognitive care, qui est de dire, on est passé d'un modèle réactif, où quand quelqu'un appuie, on répond, à un modèle proactif, où on va prendre des nouvelles de la personne de plus en plus souvent, ce qui fait qu'elle se sent plus sereine et plus en sécurité, parce qu'elle sait qu'on est là, parce qu'elle sait qu'on l'écoute, parce qu'on échange avec elle, et ça fait du bien. À un modèle prédictif, où on va intégrer, on a des millions de données dans la téléassistance. Quand on appelle pour une chute, quand on appelle juste pour échanger, pour définir des profils de personnes et être capable d'intervenir avant une chute et de prévoir s'il y a une chute et de mettre en place des mesures avant, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller relever une personne et de passer encore à un niveau au-dessus du préventif, ce qu'on appelle chez nous le cognitif, qui est de dire on a les données de la téléassistance, mais on a les données de tous les environnements. On parle ici de service à la personne. Ils ont plein de données aussi. Nos systèmes aujourd'hui, ils sont en train de s'intégrer avec les systèmes d'information des services à la personne. Ils sont en train de s'intégrer avec les systèmes de santé. Et avec toutes ces données, on va être capable de définir des profils de personnes de façon beaucoup plus poussée et de définir les modèles de soins et de suivi de demain. Et ça, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est la data. Ça, c'est sûr. C'est une mutation effectivement de notre métier. Notre métier devient un métier d'intégrateur de services. Notre métier, ce n'est plus que traiter des alarmes de façon séquentielle pour y apporter la réponse, mais de plus en plus d'intégrer un ensemble de services qui correspondent à ces situations de vie des seniors. Et les GAFAM, souvent, c'est la pure technologie. Et la dimension humaine de la téléassistance est vraiment quelque chose qui est l'essence même du service. Et on le voit d'ailleurs, la téléassistance est caractérisée par la présence de ces opérateurs d'écoute qui sont capables de dialoguer avec la personne. Et la téléassistance, c'est un métier de relation. Et cette relation, elle va s'appuyer sur les technologies que l'on peut mettre en œuvre, mais c'est d'abord un service à dimension humaine et un service de lien social. D'accord. Hervé, je continue avec toi. Alain a expliqué comment tu as dit, Alain, l'intégration, l'interopérabilité, voilà, comme tu veux. C'est ça, l'interopérabilité de la téléassistance et des logiciels de domicile, enfin, tout ce qui remonte du domicile. Avec la DMR, c'est une démarche que vous allez enclencher, que vous avez déjà enclenchée. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Parce que toi, tu es intégré quelque part à la DMR, donc tu as peut-être un avantage là-dessus.
C'est clair, à l'ADMR, il y a l'ensemble de ces services dont les personnes ont besoin, et en fait dans toute leur diversité. Et on parlait d'informations. Ces informations, il faut aussi être capable de les transmettre d'un intervenant à l'autre, parce que une personne qui vit à domicile a de multiples besoins, a des besoins liés à sa santé, à sa toilette, a des besoins pour l'entretien de sa maison, a des besoins de mobilité pour sortir, aller voir ses amis, et l'ensemble de ces services sont disponibles à l'ADMR et produisent de l'information, et l'information venant d'un intervenant peut servir à un autre intervenant. Je vais prendre un exemple. Avec une solution que nous avons chez Filien, nous sommes capables d'identifier les déambulations nocturnes des personnes. Et cette information d'une déambulation trop fréquente parce qu'elle dure longtemps la nuit et puis elle se reproduit toute la nuit, eh bien, on a pu démontrer l'intérêt que ça avait pour l'aide à domicile qui vient justement le matin. Parce que l'aide à domicile, sans ces informations, elle avait quand même identifié quelque chose, c'est quand elle arrive, eh bien, la personne au domicile, elle a l'air fatiguée. Et l'aide à domicile pouvait dire « j'ai l'impression qu'elle n'a pas dormi ». Eh bien, la téléassistance est capable de factualiser cette situation, et on dit à l'aide à domicile, effectivement, la personne n'a pas dormi, elle a peut-être dormi d'ailleurs qu'une seule heure. Et on a un retour d'expérience qui est intéressant chez Filien, parce que quand on a testé notre solution de téléassistance domotique, qui s'appelle Filien Habitat, eh bien, on a pu démontrer que cette information avait permis à l'aide à domicile d'engager une conversation extrêmement précise, extrêmement courtoise et respectueuse de la personne avec la personne chez qui elle venait faire son intervention. Et là, parce que l'aide à domicile avait été très précise grâce à l'information que Filien lui avait fournie sur les déambulations nocturnes, l'aide à domicile a appris quelle était la situation de la personne et qu'en fait, elle a osé dire qu'elle avait un petit souci de santé. Et quand l'aide à domicile a appelé elle-même le médecin pour aider la personne, eh bien là, la personne a pu sentir la valeur du service de l'ADMR parce que l'ensemble de ces services ont communiqué, ont partagé l'information pour pouvoir personnaliser la réponse. D'accord. Yvon, Oui, je me retrouve dans le noir. 21h, il est 21h. Yvon, c'est illégal, tu ne dois pas être dans ton bureau, il est 21h. La sécurité va apparaître. Attention, il y a une télésurveillance. Dans un instant, le chien va arriver. Et c'est dommage, Yvon, je voulais te donner la parole, en fait. C'est bon? Je vais la prendre quand même. Oui, parce que toi tu as une vision quand même différente de ce qu'on vient d'entendre de 2027, de ce que Archaon Live sera en 2027. Oui, alors je vais répondre sur 2 points. Donc, premièrement, répondre quand même à la question sur les GAFA, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet des GAFA, des Orange, des autres écoles. Moi, j'ai une certaine croyance, c'est que demain, toutes les habitations, qu'elles soient individuelles ou collectives, seront, demain, bien sûr, dans 4-5 ans, seront prééquipées de technologie dès leur construction, dès leur conception. Et qu'en effet, notre rôle à tous, ce sera une plateforme de service qui s'appuiera sur ces équipements déjà installés au domicile des personnes. Donc, la technologie, en effet, va être masquée, va être absorbée, va être intégrée dans les équipements, dans les appartements. Pardon. Et donc, la plateforme de service jouera tout son rôle. Pour répondre à ta question, donc en effet, le point important en ce qui nous concerne, c'est que on a une ambition à l'horizon 2024-2025, c'est vraiment de couvrir l'intégralité des parcours des seniors, depuis l'âge de l'entrée en maison de retraite jusqu'à l'entrée en résidence spécialisée, et de vraiment distinguer chacun des parcours de vie, l'arrivée à la retraite, l'entrée en dépendance, l'entrée en résidence spécialisée, et d'avoir véritablement une offre de services adaptée à chacun de ces parcours et qui se prolonge dans la durée. Et c'est vraiment ça le sens de notre démarche, de manière aussi à pouvoir naturellement permettre à une personne d'être à un moment donné un aidant, puis ensuite devenir un aidé en entrée en dépendance,
et potentiellement entrer en EHPAD ou en résidence senior avec aussi tous les équipements, les services que nous pourrions fournir pour également le protéger et protéger les personnes et faciliter leur quotidien. C'est vraiment notre démarche. Alors j'ai une question. Moi, j'arrive à 60 ans, en fait. Je suis chez Arkea, par exemple, au niveau bancaire. Qu'est-ce que je reçois? Tu me contactes? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Oui, bien sûr, je te contacte. Je te propose un certain nombre d'approches de services ou de conseils, tout simplement, parce que tu es aidant. Très bien, tu es aidant, tu as tes parents qui sont un peu dans la dépendance et tu découvres ce domaine. Peut-être as-tu besoin de conseils pour savoir quelles sont les aides dont tu peux bénéficier pour t'accompagner, que ce soit des aides humaines ou des aides financières. C'est pas inné de savoir qu'on peut bénéficier d'un certain nombre de services, et ça, c'est notre rôle à nous, en tant qu'également filiale d'un groupe bancaire, d'apporter ce type de conseils. Et puis progressivement, on va aussi apporter des apports, des services ou des conseils ou des prestations dans le domaine bancaire, parce que quelque part, c'est l'occasion aussi de faire évoluer son habitation de manière à favoriser le maintien de domicile, d'aménager, etc. Proposer aussi des mutuelles. On sait que la santé devient l'élément qui coûte cher à partir de cet âge-là et puis continuera à coûter cher. Aussi proposer des services dans le domaine de la mutuelle et ainsi de suite, et ainsi progresser, toujours avoir cette étendue de services qui vont permettre d'accompagner la personne tout au long de son parcours de vie jusqu'à, en effet, la fin de vie. Alors, deuxième question, ce spectre plus large, en fait, des services, est-ce qu'il est possible, parce que tu as adossé un réseau bancaire, et est-ce que tu aurais la même vision? Est-ce que cette vision-là serait possible si tu étais un pure player téléassisteur? Non, je ne pense pas, parce que c'est vrai que le domaine de l'immobilier, c'est quelque chose aussi qui se situe dans le domaine de la banque ou de l'assurance, avec notamment des sources de financement possibles pour ces projets. Donc, c'est vrai que c'est facilitant. Néanmoins, l'innovation technologique, le développement des services, c'est quand même quelque chose qui est accessible à tous les acteurs que nous sommes ici, que nous représentons aujourd'hui, et qui ont aussi cette capacité d'innovation et de développement pour préparer le futur et l'avenir. C'est notre responsabilité aussi d'apporter cette offre de services et ainsi préparer l'avenir et avoir un horizon 2025-2027 qui soit aussi adapté aux populations dont l'espérance de vie augmente. Lorsque vous arrivez à 60 ans, il vous reste encore au moins 25 ans, voire 30 ans à vivre. Et tout au long de ce parcours de vie, clairement, il faut les accompagner et proposer des services adaptés à chaque tranche de vie au cours de ces 30 années d'existence. Qui veut réagir par rapport à Yvon? Laurent? Ce que dit Yvon est très juste. Souvent, et tu m'avais interviewé dans tes grands entretiens, Frédéric, et tu m'avais dit, est-ce qu'on peut te considérer comme un téléassisteur? Et j'avais éclaté de rire. La moitié du chiffre d'affaires de Blue Linea, j'ai des gros mots, hein, je suis désolé, chiffre d'affaires, est réalisé avec des établissements. C'est-à-dire qu'on déploie des mêmes types de fonctionnalités, détecter les chutes, des boutons d'appel, toute une série de dispositifs, mais on les installe dans des résidences-services, dans de l'habitat inclusif, dans des EHPAD, dans des résidences autonomie, le nouveau nom des foyers logements. Et souvent, la clé, au-delà de l'apport technologique qu'on apporte, qu'on développe, c'est d'avoir une capacité à avoir une plateforme, une équipe H24 qui va pouvoir assister les soignants et accompagner les résidents qui ne sont pas des malades. Hein. Un EHPAD, c'est pas un hôpital. Dans un hôpital, on aime bien que le patient reste dans sa chambre. Dans un EHPAD, on aime bien qu'il en sorte, qu'il se déplace, qu'il marche. Et du coup, on appelle infirmier mobile, ça a du sens. En ce moment, on est en train de déployer des colocations entre seniors. Yvon, très justement, disait il y a un moment où l'habitat sera déjà intégré, il y aura déjà les dispositifs en place. Concrètement, nous, on a une offre qui s'appelle Serenea. On la déploie dans des colocations entre seniors. On va en déployer 287 dans les 3 prochaines années. On en est déjà à près d'une 50aine. On intervient pour une filiale du groupe Corian.
Et on a réussi à faire adopter nos services qui, on l'a tous fait, je l'ai constaté il y a 10 ans, tout le monde mettait des dispositifs de téléassistance qu'on bricolait un peu dans des foyers logements, dans des pièces de résidence-service, et c'était pas intégré au quotidien avec les soignants présents, avec le concierge, le régisseur, c'était pas intégré. Aujourd'hui, dès lors qu'on est capable de présenter ça de manière intégrée, ben, ça fonctionne, on peut déployer. Et là, on a aujourd'hui près de 1000 EHPAD et établissements qui sont équipés de nos solutions, des centres du handicap, différents éléments. Je n'ai jamais fait le calcul, mais je suis persuadé qu'on doit avoir 70 000 résidents d'établissements connectés et qu'on ne comptabilise pas de la même manière parce que le contrat est avec l'établissement. Mais globalement, on voit bien toute la puissance de l'intégration avec des services de domotique, avec différents dispositifs. Et je reviens sur ce qu'a dit Hervé. Hervé, les GAFAM, c'est pas que de la techno. Apple, avec son iPhone, n'aurait pas réussi s'il n'y avait pas eu toute la couche applicative, s'il n'y avait pas eu toute la couche de services à disposition. Et oui, c'est la data avant tout. Et on voit bien, si je vous invite à regarder un reportage sur Netflix qui s'appelle Derrière les écrans, ça fait froid dans le dos, mais concrètement, ça peut être aussi très puissant pour avoir une activité de prendre soin de personnes fragiles. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive aussi à déterminer. Les acteurs de la téléassistance d'aujourd'hui, qui seront des acteurs de la famille en 2027, c'est ceux qui auront aussi réussi à sortir ces contraintes comme des contraintes positives, comme des informations, comme le disait très justement Alain, pour arriver à être dans le préventif, dans le proactif, et quelque part arriver à appeler quelqu'un en lui disant « Alors attention, dans 10 minutes, vous allez tomber ». Voilà. Et c'est quand même plus sympa, non? C'est ça que t'expliquais Alain, je crois, hein, tout à l'heure. Ça, c'est le Graal, à la seconde près. Et hop, tu sais, tu arrives et tu relèves. Et je crois que cette notion d'intégration, elle est importante. Aujourd'hui, nous, qu'on intervient effectivement en résidence, la grande problématique aujourd'hui qu'a une résidence, c'est la multiplicité des systèmes qu'ils ont pu mettre en œuvre. Ils ont un système pour appeler, ils ont un système pour ouvrir la porte, ils ont un système pour suivre l'activité la nuit. Et ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est avoir un seul système. Et nous, ce qu'on intervient, c'est effectivement un intégrateur. Donc, par exemple, notre médaillon qu'on va mettre dans une résidence, il va fonctionner dans l'appartement, il va fonctionner hors de l'appartement, il va permettre d'ouvrir la serrure connectée qu'on met en place, il va permettre d'avoir un tracing sur l'application mobile du concierge ou de responsable d'établissement ou de la personne qui intervient. Et cette intégration, c'est ça qui est important. Et en donnant une valeur d'usage aux résidents. Moi, il y a un exemple que j'adore, parce qu'il est discret en termes d'automatisation et d'intégration, c'est qu'aujourd'hui, un résident équipé avec nos produits, quand il sort de chez lui et qu'il va arriver dans le couloir pour prendre l'ascenseur, il sera déjà là. Et ça, c'est chouette. D'accord. Brice, à Lyon, un commentaire à ce qu'on vient de dire? Non, c'est l'évolution technologique. Et quand on parlait tout à l'heure de rajeunir un petit peu la cible, je pense qu'on a des jeunes seniors qui justement sont dans le bain des nouvelles technos. Et derrière tout ce rassemblement de data, je pense qu'on pourra faire de belles choses et de la prévention. Mais après, il y a d'autres facteurs qu'il faudra maîtriser, dont la sécurisation des données ou des choses comme ça. D'accord. Si on en revient un petit peu au sujet sur le domicile, il y a Dominique Villa qui dirige Eden, donc c'est une grosse association à Saint-Quentin qui fait partie de l'UNA. Il dit comment concilier, alors attention, c'est des questions très spécifiques pour eux, hein, comment concilier téléassistance et expertise des intervenants dans une approche, donc téléassistance plus les auxiliaires de vie, hein, dans une approche de valorisation des professionnels. C'est en fait en quoi, si j'ai bien compris, en quoi est-ce que la téléassistance peut valoriser le personnel des services à domicile. Laurent, il y a un truc que j'aurais bien que tu parles, si tu acceptes d'en parler. C'est pas moi qui ai demandé la parole, hein, messieurs. Non, mais c'est la BRAPA. La BRAPA, tu as quand même une action intéressante avec la BRAPA.
Ah oui, alors, à la BRAPA, en fin de compte, la Alors, BRAPA, c'est surtout… peut-être expliquer ce que c'est que la BRAPA déjà. Ouais, ils savent tous parce qu'on a tous répondu à l'appel d'offres. Concrètement, non, tu n'as pas répondu, Alain. Mais moi, je t'ai dit que je répondais à aucun appel d'offres de département, hein. Comme ça, c'était plus simple. Concrètement, ce que je veux dire Moi, je ne simplement… réponds pas, je les gagne. Oui, non, mais attends, alors je profite de cette période pour dire, Alain, moi je suis stupéfait et je suis vraiment très fan de ta capacité à déployer les solutions à des prix incroyables, à une vitesse et une rapidité réelles. Et quand aujourd'hui je vois Vitaris réussir à obtenir des nouveaux contrats avec des départements ou des grandes villes, tu as un savoir-faire qui est unique en France, je te le dis. C'est pour ça que nous, on répond jamais, parce qu'on n'est pas capable on ne se positionne pas sur ce type de sujet, et chacun son public, et tu es excellent. J'espère que tu te déploies à l'international bientôt, parce que honnêtement, c'est un savoir-faire qui peut largement se déplacer. Voilà. Bon, ça, c'était pour le petit élément sympathique. Alors, globalement, la BRAPA, c'est un collectif de 12 associations qui rejoint le réseau APA, la BRAPA, Présence 30, l'AIMV, j'en ai oublié, je suis sûr. Et en fin de compte, ils ont un groupement qui s'appelle un groupement d'intérêt informatique, le GIES. Et au départ, ils sont mis ensemble pour avoir un système d'information unique. Et puis après, ils ont réfléchi à comment avoir justement une capacité à téléassister et à intégrer ça dans le quotidien. Et justement, cet appel d'offres, ce n'était pas juste avoir un plateau qui savait dire à BRAPA bonjour. Non, pas du tout. C'était réussir à pouvoir s'insérer dans les outils, à déployer des API, à pouvoir être dans un continuum de data qui fait qu'à tout moment, justement, et ça répond à la question de Dominique Villa, à tout moment, la personne qui est identifiée par la famille comme étant celle qui prend soin, c'est-à-dire la responsable d'une agence de cette association, de pouvoir être informée et de pouvoir même informer elle-même la famille et de pouvoir avoir des informations sur elle a appuyé 4 fois sur son bouton d'appel hier, elle faisait preuve d'anxiété, il faut que je regarde pourquoi. Ne pas arriver en étant totalement sans information sur ce qui se passe au quotidien. On le sait tous. Combien de fois on a des familles qui nous disent, vous voyez, mon père, il n'a jamais utilisé la téléassistance. Ouais, d'accord, il n'est jamais tombé. Mais par contre, on l'avait entre 10 et 15 fois par mois au téléphone parce qu'il se sentait seul, on échangeait avec lui et c'était important d'avoir ces informations. Aujourd'hui, nous, on les met à disposition. Donc, les acteurs comme ça, on en a près d'une trentaine qui font confiance à Blue Linear, qui sont tous pour la plupart associatifs. On a quelques structures de services à la personne avec un réseau d'à peu près… Aujourd'hui, on considère qu'on a à peu près 500 agences en France de services à la personne qui proposent nos services en marque blanche ou en marque grise, donc en mettant le nom de Blue Linear ou pas, et on leur présente et on leur met à disposition un parcours de souscription digitale, on leur met à disposition toute une logistique, et globalement, ça prouve à quel point on peut permettre à des acteurs de services à la personne de performer, d'être plus réactifs, et que ce soit eux qui appellent la belle-fille ou le fils pour leur dire bon, il s'est passé ça chez vos parents, plutôt qu'à l'inverse, que ce soit la famille qui appelle justement la structure de service à la personne en lui disant je ne comprends pas, ma maman est à l'hôpital, vous n'êtes même pas au courant. Et ça, c'est des éléments probants. Et je pense que ça répond à une partie de la question de Oui, Miguel. enfin, merci Laurent. Mais sur les SAP, c'est vrai que c'est important de travailler en toute transparence, hein. Nous, on met effectivement des accès digitales en toute transparence à ce qui se passe. Ils sont au courant en temps réel de tout ce qui se passe sur nos plateaux. Ils ont l'information. Tous les processus sont digitalisés. Et la famille aussi a la même information sur des applications mobiles pour savoir si mon papa a chuté 3 fois, si mon papa a appelé. Et ça, cette information et cette cohérence des informations entre les deux, c'est important. Voire même, il faut qu'elle se parle avec ce qu'on a mis en place sur cette application, ce qu'on appelle un carnet de liaison. Enfin, on l'appelle comme vous voulez, mais certains l'appellent le carnet de liaison, qui permet d'échanger cette information entre justement la famille et les personnes qui vont au domicile et le service de téléassistance. Et ça, c'est cette intégration d'informations, elle est capitale.
Hervé, donc toi, filien ADMR. Alors, je vais te poser la question de Sylvie Mendy. Sylvie Mendy, c'est une amie qui dirige un service à domicile qui s'appelle Dom Service, on va lui faire sa pub, hein, qui est à Saint-Brévin. Elle explique, sa question, c'est la suivante. C'est lorsqu'une personne déclenche la téléassistance et qu'elle ne répond pas et que les aidants ne répondent pas non plus, les téléassisteurs font appel aux pompiers ou aux services d'urgence. Or, il va y avoir un manque de personnel dans ces secteurs, dans ce côté urgence. Pensez-vous qu'il va y avoir un glissement de tâches du pôle ASD, donc auxiliaire de vie, qui vont devenir celles et ceux qui interviendront au domicile pour porter les premiers secours? C'est une très bonne question et en fait, il y a énormément de choses dans cette question. Quand Sylvie posait des questions, le feu bien. Écoutez, là, c'est vraiment une excellente question et c'est vrai que c'est un enjeu clé aujourd'hui de la téléassistance parce que la téléassistance, notamment, c'est un service qui vise à apporter du secours aux personnes dès lors qu'il y a eu une situation d'accident, hein, par exemple, à son domicile. Alors, fort heureusement, en général, la personne répond, les aidants répondent et peuvent se mobiliser. Maintenant, il faut, comme le dit Sylvie Mendy, il faut reconnaître qu'il y a des situations où personne ne répond. Mais il faut distinguer à ce moment-là ce qu'est la notion de secours de ce qu'est la notion d'assistance. Parce que Sylvie dit quelque chose qui est déjà dès aujourd'hui. Sylvie dit bientôt il manquera du personnel dans les services de secours. C'est déjà la réalité aujourd'hui. Et en fait, parce qu'on travaille étroitement, et notamment les téléassisteurs de la FRATA sont en interlocution très, très régulière avec plusieurs services d'incendie et de secours en France ou au niveau national. Aujourd'hui, les pompiers vivent une véritable crise de vocation. Parce que les pompiers nous disent, nous faisons de plus en plus d'assistance aux personnes, alors que nous, notre métier, notre motivation, c'est le secours aux personnes. Donc, il s'agit bien là de deux choses qui sont différentes. Et il faut être respectueux de ce métier. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pompiers nous demandent de faire des levées de doute aussi rigoureuses, de façon à être sûr qu'on leur remonte des alarmes qui correspondent réellement à leur domaine d'intervention, à leur métier. Donc, la distinction entre le secours et l'assistance fait que il y a bien une réponse à étudier dans le domaine de l'assistance. Et d'ailleurs, dans certains départements, il y a des structures qui viennent du monde du secours, il y a des structures qui viennent du monde de l'action sociale, qui créent justement ces équipes d'assistance aux personnes et sur lesquelles les téléassisteurs peuvent s'appuyer. C'est-à-dire que le service d'assistance qui est ainsi créé est ce service d'intervention et cette capacité d'intervention que les téléassisteurs peuvent mobiliser de façon à pouvoir se rendre compte au domicile de ce qu'est la situation de la personne et de pouvoir la qualifier. Alors ça, par exemple, on le fait déjà actuellement à l'ADMR dans certains départements. On a des équipes itinérantes qui sont capables d'intervenir extrêmement rapidement en assistance aux personnes. Et ce service est plébiscité par nos clients qui souhaitent avoir la téléassistance et dans le même temps, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas de personnes à proximité, donc à proximité géographique ou à proximité relationnelle, hein, parce que l'isolement, c'est de l'isolement social, c'est de l'isolement géographique. Et on sait que nous, téléassisteurs, eh bien, c'est difficile de remplir notre métier s'il n'y a pas des personnes à proximité qui vont pouvoir se rendre au domicile. Et avec ce service de garde itinérante que nous avons à la DMR, eh bien, nous mobilisons cette équipe pour intervenir au domicile quand il n'y a pas d'aidant disponible, voire quand la personne n'a vraiment aucun proche. Et c'est ce qui permet d'apporter le service au niveau de ce qui est attendu.
Ce service-là, que je sais qu'il est aussi discuté un petit peu chez Alert avec une manière différente, ce service-là, est-ce que c'est un service qui… Alors, je reviens à la question de Sylvie. Alors, donc, tu as répondu, oui, tu as répondu. Est-ce que ce service-là, ça sera un abonnement supplémentaire, une option supplémentaire par mois que les aidants pourront payer de façon à se décharger, j'allais dire, l'esprit tranquille de ne plus avoir à avoir peur que maman déclenche un truc et puis que je dois me déplacer. Est-ce que ça, c'est un service que certains d'entre vous envisagent de créer? Vous avez compris ma Oui, question? pour rebondir là-dessus, Frédéric, nous, c'est un service qu'on envisage de créer. Après, il faut trouver les bons partenaires, il faut trouver le bon modèle économique aussi. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'aidants familiaux qui se trouvent, comme disait à juste titre Laurent, très éloignés de leurs parents et qui préfèrent s'appuyer sur des services compétents pour justement réaliser ce levé de doute. La technologie aussi vient, nous on est en étroit partenariat avec le SDIS du Rhône et on a décidé en janvier 2021 de coupler une caméra IP connectée au domicile de la personne justement pour pouvoir faire une levée de doute supplémentaire en cas de non-réponse de l'abonné via le transmetteur de téléassistance et en établissant un contre-appel téléphonique à son domicile ou sur son téléphone portable, et sans réponse de sa part, on active à ce moment-là les caméras pour créer une levée de doute supplémentaire et essayer de voir et de comprendre ce qui se passe mieux au domicile de la personne. D'accord. On a ce service de visio qui s'appelle Help Visio, où on a également ce type de caméra. Ça permet à un aidant ou à un contact qui va être un peu loin de pouvoir éviter de faire 50 km alors que simplement son père ou sa mère dort. Attention, il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de la surveillance d'un bien, là, il s'agit de la vie privée. Donc, bien évidemment, la visio peut être faite qu'à condition qu'il y ait eu un accord, qu'à condition qu'il y ait eu tout un protocole et surtout que la personne ait appuyé ou qu'il y ait eu un déclenchement d'alerte. Personne ne peut déclencher à distance un appareil de téléassistance pour écouter chez les gens s'il n'y a pas eu un premier élément déclencheur. Et ça, c'est important. Mais très vite, les personnes en question sont les premières à dire écoutez, moi, je préfère que mon fils puisse à tout moment, s'il m'arrive quelque chose, se rendre compte de ce qui se passe ou pas, plutôt qu'il fasse 50 km pour rien en pleine nuit, quoi. Et ça, c'est bien parce que le fils en question, il a peut-être 70 ans, quoi. Donc, il ne faut pas oublier, quoi. C'est aussi un sentiment qui doit être partagé par tous. Une question peut-être Je pour… m'interroge sur la caméra. Vas-y. Je m'interroge sur la caméra et la visio, puisque en particulier si on utilise la caméra pour contribuer à la levée de doute, eh bien, il faut aussi, c'est le principe de réalité, où se passent les chutes, les problèmes qui peuvent être critiques, et comment respectons l'intimité de la personne. Parce que si on veut faire une levée de doute avec une caméra, ça veut dire que potentiellement, il faut qu'il y ait plusieurs caméras au domicile. Et est-ce que ça veut dire que, eh bien, si on chute dans sa salle de bain, eh bien, heureusement, on a une caméra qui va pouvoir faire la levée de doute, sauf que le respect de l'intimité et de la vie privée ne sont peut-être pas complètement respectés. Voilà, c'est une question. Moi, j'ai compris que c'était une caméra qui était perchée sur un casque que la grand-mère portait tout le temps, c'est ça? Non, je vais répondre parce que chez Blue Inea, on est rarement les derniers à tester quelques trucs nouveaux. Et j'étais le premier mal à l'aise très longtemps sur cette histoire de caméra. Hervé, j'avais exactement les mêmes réticences. Et quand on est venu me voir en me disant il faut absolument qu'on sorte une option, je dis non, moi je suis pas pour. J'avais les mêmes phrases mot pour mot, Hervé. Nous sommes les mêmes, ça se voit pas comme ça, mais nous sommes les mêmes. Et concrètement, quand au final, on a eu un échange avec les chargés d'écoute et assistance, la relation client, alors là j'ai été stupéfait par l'accueil qui a été fait par ces équipes,
en disant « Ah, enfin, on va avoir une demande ». Vous savez, chez Blue Linéa, tous les trimestres, l'ensemble des membres du directoire et des cadres, une fois tous les 3 mois, ils doivent faire des vacations. Pourquoi? Ça nous permet d'éviter d'être hors sol, ça nous permet de nous rendre compte de ce qui se passe. Donc, on est sur la plateforme 7h, 15h, 15h, 23h ou 23h, 7h. Et une fois par trimestre, j'oblige la dizaine de membres du CODIR de faire ce genre de choses. Comme on est d'astreinte une semaine tous les 10 semaines, c'est normal en tant que cadre. Et concrètement, j'ai été stupéfait déjà de constater que en interne, la relation client disait « Ah, enfin, je vais pouvoir proposer quelque chose » à des gens qui m'ont posé la même question. Tu sais, ils peuvent acheter une caméra Netatmo, Weezing, quoi que ce soit eux-mêmes, l'installer, et souvent, on a eu des clients qui avaient fait ça par eux-mêmes. Et en nous disant, mais c'est pas possible, s'il y a les plombs qui sautent, s'il y a un problème électrique, je pourrais plus voir, je deviens aveugle. Et quand on a compris ça, on s'est dit, bah, autant l'accompagner. Et sur la plateforme de chargé d'écoute et d'assistance, vous en avez tous, donc vous savez comment ça se passe. Quand il est 4 heures du matin, qu'on n'entend aucun bruit, eh bien, il vaut mieux avoir une caméra qui a un angle qui permet de voir si justement la personne n'est pas allongée par terre dans sa chambre plutôt qu'ailleurs. Et pour répondre, il n'y a aucune caméra qui pointe sur les toilettes, alors que les chutes sur les lunettes des toilettes, il y en a un paquet. Il n'y a aucune caméra qui va pointer sur la salle de bain, ça s'appelle du voyeurisme. Et ça, on ne le laisse pas faire. C'est plutôt la cuisine, une pièce de vie et la chambre. Oui, la chambre, eh ben oui. À 90 ans, on peut voir si en pleine nuit, en infrarouge en plus, alors tu sais, c'est pas top, hein. En infrarouge, si la personne est en train de dormir et qu'en se retournant, elle a peut-être activé son bouton d'appel. On le vit tous, hein, c'est un classique. Je continue mes Et questions. tu vois, Frédéric, nous, on a plus de, je crois qu'on était un des pionniers chez Tunstall sur les caméras. Aujourd'hui, j'ai plus de 2000 clients équipés avec des caméras, des clients particuliers. Et bien évidemment, ça ne pointe pas sur les toilettes, comme l'a dit, tout ce qu'a dit Laurent est vrai. Mais on a parlé tout à l'heure de normes et de sécurité. Et la téléassistance, c'est justement ça, des normes, des sécurités et des process qui font que on réassure et qu'on est sûr que ces caméras peuvent pas être piratées, elles peuvent pas être vues par n'importe qui, n'importe quand. On pousse même aujourd'hui, nous, la déontologie, à ce que les familles n'ont pas accès aux flux vidéo. Seule la centrale d'écoute peut avoir accès aux flux vidéo quand il y a eu un incident et une alerte, et uniquement dans ces cas-là. Parce qu'il se passe, la D'accord. famille ne parle pas dans l'appareil de téléassistance directement, hein. Je continue. J'ai une question pour un petit peu avancer. J'ai une question pour Yvon. Oui. Qui est posée par Véronique Chérier, qui dirige le TASDA. Est-ce faisable de mettre du lien social dans une offre de téléassistance, voire tablette adaptée par exemple? Quels sont les leviers et les freins pour ce complément d'offre? Écoutez, nous pratiquons, nous, depuis maintenant 4 ans. Donc, je ne vois pas beaucoup de freins, à part plutôt des avantages, parce qu'introduire même dans une même offre du lien social qui permet à des aidants, et surtout d'ailleurs nous venons de le vivre depuis 1 an avec ces périodes de confinement où les gens se sont vraiment isolés, avoir du lien social au travers de systèmes extrêmement simples d'utilisation pour des personnes âgées, voire très âgées, et qui permettent à un aidant depuis son téléphone portable d'échanger par visio, par photo, par message avec ses parents à tout moment de la journée ou de la nuit d'ailleurs, et ceci de manière intégrée dans le forfait, dans la redevance de la prestation. Je n'y vois que des avantages. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui aujourd'hui rencontre un grand succès dans l'utilisation de nos offres, parce que nous observons aujourd'hui par rapport à nos prestations, on a bien sûr entendu aussi une prestation d'assistance classique, hein, comme la plupart d'entre vous, mais nous avons aussi depuis 4 ans, nous commercialisons depuis 4 ans une offre dite premium qui intègre un certain nombre de prestations supplémentaires comme justement le lien social et aussi la téléconsultation. Et nous observons aujourd'hui que ces offres représentent à peu près 50% de nos ventes. D'accord. Ce qui veut dire que ça correspond à un réel besoin. Et pour revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça permet aussi d'adresser à une population qui est bien plus jeune et d'avoir des positionnements non plus à 85 ans,
mais à des positions qui sont entre 75 et 80. Donc, je crois que je n'y vois pas d'inconvénient. L'utilisation de la vidéo, dans le cas de la visio, tout le monde l'utilise, donc il n'y a pas de frein. Nous pourrions l'utiliser pour la levée de doute, ce qui est possible pour les opérateurs dans la centrale d'écoute, mais en fait, dans les faits, c'est très peu utilisé. D'accord. Une question, j'ai encore 3 questions et après on fera la conclusion. Alors la question que je n'ai pas compris, donc en plus ma mère était prof de français, donc je me fais encore engueuler. Donc que je n'ai pas comprise. Pas comprise, désolé. Voilà. Brigitte Croft. C'est pour ta maman. Hein. D'accord, qui est une des spécialistes. Merci. Non, on ne coupera pas, ou on coupera peut-être au montage. Hein. Brigitte Croft, qui est une des consultantes historiques sur le secteur du domicile, elle pose la question: comment communiquer avec les utilisateurs finaux, donc les personnes âgées, pour qu'ils ne voient pas dans la téléassistance le risque d'être embarqués dans un service porté et de ne jamais rentrer chez eux? Vous avez 5 minutes. Elle est hyper claire, cette question. Elle est hyper claire. Beaucoup et trop longtemps de nouveaux abonnés à la téléassistance, une fois le bracelet installé, une fois le dispositif installé, à ce moment-là, disent « ça y est, je suis vieux, je suis équipé ». Voilà. Et ça, il ne faut plus jamais ça, parce que ça dessert ce marché, ça dessert l'offre, et ça nous dessert tous, parce qu'on apporte beaucoup plus que ça. Voilà. D'accord. Oui, il y a une notion de stigmatisation sur les mots. Il faut juste faire attention quand on ne parle pas de téléassistance et qu'on veut parler d'autres mots. La téléassistance a quand même des avantages, ce mot. C'est une norme, c'est des façons de travailler, c'est des protocoles, c'est des certifications. C'est une image de qualité et il faut la valoriser aussi et pas la perdre au profit de gadgets, au profit… on parlait tout à l'heure, et Yvon, tu parlais de tablettes et de parler de visio. Je connais par exemple plein de gens qui mettent des tablettes, qui mettent des caméras. Il n'y a rien de plus facile que de pirater une tablette et de pirater une caméra d'une tablette. Donc, c'est pour ça que la téléassistance, c'est aussi des normes, c'est aussi associé à ce mot de téléassistance, même si je suis d'accord à ce qu'on dit tous, qu'il faut qu'on en rafraîchisse l'image. Il faut rafraîchir l'image, mais il faut être aussi, faut faire preuve de discernement, parce que malheureusement, on doit constater sur le marché qu'il y a énormément de personnes qui disent faire de la téléassistance. Et comme le dit Alain, la téléassistance, c'est d'abord une réglementation, parce que le mot téléassistance et le métier de téléassistance fait l'objet d'une réglementation en France. C'est aussi une norme, la norme AFNOR X50520 pour être précis, qui décrit quelles sont les exigences de la téléassistance. Et nous avons souvent la question de dire, mais tiens, comment je sais que ça, c'est un vrai service de téléassistance ? Et il y a des éléments très clairs qui caractérisent la téléassistance et qui, du coup, permet de discriminer des opérateurs comme nous 5, qui sommes des professionnels de la téléassistance, d'autres officines, disons, qui utilisent ce mot sans en assumer les exigences. La téléassistance, c'est un service à la personne. Et service à la personne, c'est obéir à une réglementation. Et d'ailleurs, en vertu de cette réglementation, ça permet aux clients de bénéficier d'un crédit d'impôt. Et ça peut être la première question qu'une personne peut poser. Tiens, si je prends votre téléassistance, est-ce que j'ai un crédit d'impôt? Si la réponse est positive, on peut penser que c'est dans la bonne voie, mais un certain nombre de structures vont être obligées de répondre « bah non ». Donc, ce n'est pas un service de téléassistance. Deuxième question que l'on peut se poser, et donc qu'un client peut poser à son téléassisteur de façon à pouvoir identifier son expertise, c'est: est-ce que vous avez un centre d'écoute qui va recevoir mes alarmes et qui va analyser mes alarmes? Et puis, pour parachever le tout, le client peut poser la question de savoir si son interlocuteur est un service de téléassistance qui est certifié NF Service. Il existe une norme sur laquelle 6 sociétés en France, 6 structures en France sont certifiées depuis 2016 et qui permet de répondre à des exigences extrêmement précises. Et je crois d'ailleurs que le petit nombre de structures certifiées montre bien l'exigence
de cette norme et cette ambition de qualité de service que l'on propose à nos clients. Avant-dernière question, merci de Monsieur le Président de la FRATA. Avant-dernière question de Vincent Cacaré, directeur délégué. Damien, directeur délégué aux activités seniors du groupe Louis-Caire. Peut-être pour Brice, si tu veux, Brice. Comment faire pour que le consommateur se retrouve parmi les offres de plus en plus nombreuses et différentes qui se cachent derrière le nom téléassistance? Il se retrouve derrière les différentes offres qui sont proposées par les différents téléassisteurs. Et aujourd'hui, on a des offres qui sont on va dire, où on propose les mêmes services. Aujourd'hui, c'est réellement d'avoir le besoin de la personne et de ce qui en découle. Aujourd'hui, nous, on peut prendre le cas de la téléassistance mobile. Grand nombre de nos abonnés qui bénéficient d'une téléassistance mobile, on se rend compte à l'usage et à la finalité qu'ils sortent une fois tous les 3 mois pour aller dans le parc accompagnés d'une aide de vie. Et on se rend compte que l'abonnement auquel ils ont souscrit n'est pas adapté à leurs besoins réellement. D'accord. Dernière question de Franck Nataf, qui dirige Oxylife. Il dit quelle est la part d'intelligence artificielle qui est actuellement intégrée dans la téléassistance? Est-ce que l'intelligence artificielle est déjà rentrée dans la téléassistance? Oui, elle est déjà très présente, et justement tout le savoir-faire, toute l'expertise des téléassisteurs est de mettre en œuvre ces technologies sans que le client se dise « mais tiens, que se passe-t-il derrière ?» Parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est complexe pour quelqu'un qui n'est pas expert dans le domaine. Un service dans lequel l'intelligence artificielle est utilisée, c'est le service d'actimétrie. C'est ce service, en fait, qui, notamment, met en œuvre des capteurs de mouvement, des capteurs de passage. On en a cité quelques-uns. Les différents intervenants aujourd'hui ont montré qu'ils avaient aussi ce savoir-faire. Donc, des capteurs qui permettent de comprendre la situation de la personne. Et c'est faire entrer dans la téléassistance sa capacité prédictive. Non pas uniquement réagir, tiens, il y a une chute, il y a un problème. La téléassistance et l'actimétrie le permet, mais permet aussi de détecter, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, de détecter à travers des signaux faibles une perte progressive d'autonomie. Et il y a énormément d'événements qui permettent de qualifier cette perte progressive d'autonomie de façon à pouvoir y apporter une réponse par les personnes les plus appropriées. Est-ce que ce sont les aidants familiaux, les proches familiaux? Est-ce que c'est le service à domicile qui intervient tous les jours? Mais l'intelligence artificielle va être capable de croiser l'ensemble de ces événements. Est-ce que la personne sort souvent chez elle? À quelle vitesse se déplace-t-elle à la maison? Les signaux faibles au long cours, c'est par exemple identifier que la personne a l'habitude de sortir 5 ou 6 fois par semaine de son domicile. Donc, on peut penser, eh bien, elle est autonome, elle profite de son autonomie et elle sort. Et progressivement, elle ne va plus sortir que 4 fois, que 3 fois par semaine ou pendant des périodes plus courtes. Alors, naturellement, il faut être capable de distinguer à ce moment-là, est-ce qu'il s'agit d'un événement ponctuel parce que la personne, elle est un petit peu souffrante, voilà, il fait froid, donc elle a chopé un petit rhume, ou bien est-ce que ça traduit véritablement ce chemin vers la perte d'autonomie? Eh bien, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avec les exemples de capteurs que je prenais, est capable d'analyser l'ensemble de ces données pour pouvoir y apporter une réponse. Donc oui, la téléassistance est présente aujourd'hui. L'intelligence artificielle, est présente dans la téléassistance et apporte déjà des réponses très personnalisées à la situation des personnes. Ça marche. On arrive aux conclusions. Je vous demande une conclusion chacun sur 2027. Laurent, on commence par toi pour la conclusion. Très simple. J'espère qu'on sera sorti de cette pandémie. Ah bon? Encore? On a dit qu'on ne parlait pas de pandémie ce soir. D'accord, ok. Alain, une conclusion? Une conclusion pour 2027? Oui. On voit qu'on a plein d'idées en commun.
que c'est d'abord le service, l'intégration, l'humain qui nous fera progresser et rendre service au plus de personnes possible. Brice, une conclusion pour 2027? Je vais rebondir sur la coordination des services qui va mener au but final de tous mes confrères qui sont ici présents sur le bien-être et le bien vivre à domicile pour nos abonnés. Hervé, une conclusion? Le futur du métier de la téléassistance, c'est la convergence des services et la réponse à l'ensemble des facettes du besoin des personnes, c'est-à-dire, en fait, je veux parler de la santé, de l'action sociale, du secours, des proches aidants. C'est l'ensemble de ces services intégrés sous la forme d'une réponse globale, personnalisée pour les personnes. D'accord. Yvon, la conclusion de la conclusion pour 2027? Je crois que on ne parle pas de confinement en effet, mais néanmoins, nous allons observer dans les semaines, dans les mois et les années qui viennent beaucoup de changements, de transformations. Et l'immobilier, l'EHPAD à la maison, l'hôpital à la maison vont apparaître très très rapidement parce que c'était vraiment les éléments qui sont ressortis comme étant des effets dans la vie des individus. Et ce marché ou ces acteurs que nous sommes de la téléassistance vont pouvoir véritablement profiter de ce développement et en effet avec une offre de services de plus en plus large, de plus en plus étendue. Merci, nous arrivons à la fin de ce grand débat. J'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. Il y aura interrogation écrite demain. Non, moi je blague. Merci Alain, merci Hervé, Yvon, Laurent et Brice. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Frédéric, merci à tous. À bientôt. Merci à tous.